Mardi 29 juin 2021, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Un plaisir renouvelé de vous retrouver sur votre matinale Nopiden, l'émission qui vous donne la bonne ambiance, la bonne information, voilà, et surtout des moments agréables. Madame Danonde, bonjour. Monsieur Sochoum, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. On espère que vous êtes bien réveillés. On est là en tout cas pour de la bonne ambiance comme d'habitude et Alain vient de le dire aussi, de la très bonne information. Et justement, mesdames, messieurs, c'est les vacances. Nos petits amis sont à la maison, hein, nos grands amis aussi, pourquoi pas, puisque le bac aussi est terminé. Alors, pendant ces vacances, comment comptez-vous gérer, occuper vos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs? Comment allons-nous les aider à gérer ces vacances-ci? Faut-il laisser les enfants se promener, abandonnés à eux-mêmes, se livrer à des jeux qui pourraient leur coûter peut-être la vie ou les rendre invalides? Quelle astuce, comment faire pour occuper les enfants pour que ces vacances leur soient bénéfiques? Voilà un peu le sujet de ce matin, Madame Danon. Eh oui, et la période s'y prête bien, les enfants sont en vacances, ceux qui sont candidats attendent les résultats de leur examen. En attendant d'avoir les résultats, ils sont livrés à eux-mêmes. Comment les occuper? Comment occuper ceux qui sont en classe intermédiaire aussi? On va en parler parce que pour beaucoup d'élèves surtout, tout sauf les cahiers. Est-ce que les cahiers également peuvent... rentrer en ligne de compte pendant les vacances? On va voir. Est-ce qu'on peut se cultiver pendant qu'on est en vacances? Ou bien on s'abonne à la télé? C'est vrai, nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous nous regardez. Mais s'il faut nous regarder à longueur de journée. Pas que ça, vous ne devrez pas faire que ça. En tout cas, les informations utiles vous seront apportées sur la thématique tout à l'heure. Absolument, mesdames, messieurs, vous le savez, hein, on aura de l'humour, on aura prénom africain, on aura us et coutumes. Tous les compartiments seront meublés ce matin. Et nous allons démarrer avec les merveilles du Bénin, qui est un peu la rubrique qui ouvre cette émission.
c'est les vacances. Il ferait vraiment beau d'aller à Kota, hein, surtout au niveau des chutes. C'est dans le département de l'Atakora. Et avec bonheur, se baigner donc dans ces eaux-là, cela nous ferait certainement un grand bien. Un grand bien, un très grand bien. On a vu le plaisir que s'offraient les touristes, hein? les deux touristes qu'on voyait en image. Et comment? Ah oui, ça dit qu'en Afrique, on a un beau cadre de vie, oui. tout naturel, les choses sont encore intactes. Le Bénin aujourd'hui, je dirais l'Afrique n'est pas cette Afrique-là qu'on présente de misère, démunie, de tout. Et je crois que c'est également pour ça que Merveille du Bénin est là. Ah ben oui, ah ben oui. Et ça, il n'y a pas que les ordures, il n'y a pas que les caniveaux à ciel ouvert. Il n'y a pas que les aimes qui est juré à longueur de journée dans la circulation. Non, il n'y a pas que la famine. Non, non. Pas du tout. Notre pays est beau, l'Afrique est belle et il vous suffit pour vous en convaincre de prendre votre billet d'avion et de descendre à l'aéroport international de Kadiaoum, Bernadette-Grati. Et puis bon, voilà, nous on va vous accueillir de toutes les façons. Tout simplement. Celui qu'on va accueillir maintenant, mesdames, messieurs, est un habitué hein, de cette émission et vous l'aimez bien. Il est ici en exclusivité dans une nouvelle production. Avec moi depuis quelques temps, il est devenu chef poste et il est devenu policier. Ah oui, avec moi, il est devenu policier depuis quelques temps. Depuis quelques temps, donc. Ce matin, qu'est-ce qu'il nous réserve? On va découvrir dans Instant Humour. Appelez la police! Maintenant, tu dis quoi? Non, on a déjà appelé la police. Tu as déjà appelé la police. Appelez la police! La police est même en route. La police vient déjà. Appelez la police. Il est là. Pardon. Il est là. Ah, merci, chef. Merci pour votre présence. C'est quoi? Chef, il est là. Oh, me sauvez, mes chefs. Sauvez-moi, chef. Mais c'est qui ce type-là? Et il roule comme ça? Pourquoi vous roulez comme ça? Tu n'as même pas de casse, tu roules comme ça. Hein? C'est quoi ça là? Et tu as fait ta pièce au pied comme ça? Hein? Et tu as laissé le béquille encore. Tu vois ce que vous êtes en train de créer dans le pays? Regarde-moi ça. Chef, c'est quoi? on fait comment alors? On fait comment? Tu n'as rien fait. Et tu n'as pas de casse. D'ailleurs, ta moto n'a pas de pièce, je ne sais pas. Chef, hein? avec 1000 francs, là, ça peut aller. Avec quoi? 1000 francs. 1000 francs? Donc tu voulais me corrompre, c'est ça? Avec 1000 francs? C'est ce que tu voulais me dire? Regarde-moi ça. Après tout, nous, on a des connaissances, hein? On a des connaissances, hein? Ah, vous avez des connaissances? Oh. D'ailleurs, la clé avec moi. Tu ne veux pas me comprendre. Ça veut dire quoi, ça? Oui, allô, oncle. Bonsoir, bonsoir. Oui, ça va, ça va. Au fait, j'ai un petit souci, hein. Oui, il y a l'un de vos agents qui vient de m'arrêter. Oui, il a arrêté ma moto. Oui, parce que j'ai pas porté casque. Oh, je voulais payer à côté. D'accord. Chef, mon oncle. C'est quoi? On veut vous parler. Qui? Mon oncle. Ton oncle? Qui est ton oncle? C'est le commissaire. Il est commissaire? Oui. Il peut être le président de la défense. Moi, je ne le prends pas. Hein. Oncle, il a refusé. Hein. Son nom? Chef. C'est quoi? S'il vous plaît, votre nom. Mon nom? Oui. Pourquoi mon nom? Ah, tu as peur de donner ton nom? Dis-lui que c'est le chef à 20 points. C'est tout le monde qui me connaît, non? Oh. Oui, oncle. C'est le chef à 20 points. Oui, oui. Merci, oncle. Merci. Oui, allô, chef. Je suis vu. Oui?
Oui, à vos ordres. Ok, d'accord. Quand vous avez des connaissances, c'est comme ça qu'on fait. Avoir la clé. Ah. Non, on va se voir après. Avoir la clé. Au lieu de prendre les 1000 francs là, tu es là, fais ta tête. Ce qui est sûr, on va se voir. Sauvez-moi, chef. Hein? Oui. Chef, on fait comment? Chef, attendez. Chef, on fait comment? Non, brûlez-le. Eh oui, mesdames, messieurs, c'était là notre ami Avekme qui est devenu policier. Vous le savez très bien. C'est vrai, c'est de la comédie, hein, mais vous savez, il dépeint un peu des situations que nous sommes amenés à rencontrer, que nous rencontrons généralement en ville. Le gars, il est en infraction, mais bon, il veut montrer qu'il a quelqu'un, un parent également dans la police républicaine. Malheureusement, c'est ce qui se fait souvent. Hein. Ah ben voilà. Et puis bon... tonton, s'il vous plaît, aidez-moi. Vraiment, hein, un de vos gars vient de... Et après, on fait le pédant, on fait... Non, mais parfois, quand vous avez... Non, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Hein. Aujourd'hui, si vous êtes en inflation, il vaut mieux régler ça avec le policier. Non, mais c'est un peu comme de vous. Dans les hôpitaux. Quand vous connaissez quelqu'un, un directeur ou autre, c'est facile. N'est-ce pas? D'être bien pris en charge. Bien mais traité. aujourd'hui, on vient vous voir. Donc, vous connaissez déjà ici, quoi. C'est encore pire, quoi. C'est mieux de n'appeler personne. Il vaut mieux suivre les règles du jeu tranquillement. C'est dommage. Et compter sur la bonne foi des uns et des autres. Et surtout, il faut également que nous apprenions à être respectueux de ceux en face de qui nous nous trouvons. Vraiment, oui, parce que c'est vrai, il y a des situations quand vous voyez les patients parler mal aux médecins, vous voyez comme notre ami schématisé dans la production de Avekme, mal parler aux policiers, ce n'est pas normal. Il a vu la suite. La suite. Il a certainement oublié l'histoire avec le chef. Ça c'est clair, 3 heures plus tôt. Mais là, il ne faut pas encourager la vindicte populaire. Ça, quand vous attrapez un voleur, appelez la police comme vous l'avez fait. Mais quand c'est la police même qui dit brûlez-le. Ah non, là, lui, c'est un faux policier. C'est un faux policier. Aucun policier ne pourra donner cet ordre-là. Jamais. Je crois que... Non, nos amis de la police républicaine sont plus professionnels, plus que ça. Allez, de toutes les façons, c'est juste un schéma de règlement de compte, hein, juste pour rigoler. Mais bon, donc faites attention et observez autour de vous. Et puis, respectez les gens dans la circulation, quel que soit leur âge. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, on ne sait pas qui est qui. Ah, on ne sait pas qui est qui, hein. Allez, ce que nous savons, c'est que nous connaissons le CCC. Vous le savez, hein, le CCC, c'est, disons, un peu l'un des premiers groupes de rap de Cotonou. City Crew. Voilà, Cotonou City Crew, mesdames, messieurs. C'est eux qui nous visitent ce matin dans le clip du jour. CCC niggas. Tu crois que ça a été ça, mais j'ai d'humilité. Je ne manque ni d'argent, ni d'amour, donc rien à foutre si je manque d'humilité. Je leur réponds par le silence, c'est pour ça que je me suis tué. Je suis pas Dibi Dobon à ma place, que ferais-tu? Tu dis que tu m'aimes, mais c'est pas le cas. T'aimerais que je ne tienne pas le cap. Tu veux me quitter, pas de cap. Tu me touches, c'est pas. C'est l'argent qui parle, donc parle pas. Maintenant je suis 2 fois papa. T'aimerais que j'ai pitié de toi, mais même l'argent je l'épargne pas, non. Il critique, mais quand il me voit, il fait l'exciter. Les meilleurs rappeurs que nous au bled, faut les citer. Président du game dans la street, je suis plébiscité. Hypocrite, ils attendent tous ma mort pour me féliciter. Non. Nous et moi, aucun d'obé tango. Nous et non, belle combélé. Nous et moi, aucun d'obé tango. Nous et non, belle combélé. Beto daddy, beto bada bada, beto nyanya, Jose Mido kamen. Beto daddy, beto bada bada, on fait pas mi, Oluwa baba. Beto daddy, beto bada bada, beto nyanya, Jose Mido kamen. Beto daddy, beto bada bada.
mais j'en ai fait une série. Ils valent plus rien comme des paires de Nike en fin de série. Ecstasy dans le boulinage en plein délire. Les marionnettes, je tire des fils depuis ma mercerie. Je suis vivant, alléluia, pas de sous en banque, dérouillard. J'ai le Goya, le milliard et l'œil du mat, Retina. Je porte ma croix, alléluia, 300 indés, dérouillard. Des streams en cage, le milliard, elle croque la pomme, Retina. Merci mon Dieu, je suis toujours en vie. Fais le bien, il te le rendra en pire. Ouh, beto che we no dagba. Nous qu'on y idiotaka. Beto daddy, beto bada bada. Beto nyanya, Jose mido kame. Beto daddy, beto bada bada. Wan fait pas mi, olua baba. Beto daddy, beto bada bada. Beto nyanya, Jose mido kame. Beto daddy, beto bada bada. Money, à quoi effiter athée. Montre-moi un négro qui croit pas au cash même s'il est athée. Toujours bloqué, au succès je suis drogué. Ils voudraient m'éliminer, mais mon Dieu est bien plus fort que pendant que j'écris je taffe. Mon négro, toi tu dors. Tu veux parler cash, ma nigga, what the fuck. MC jaloux, adulé de partout. Avant le rap, je prenais déjà tout bonbon partout. Nous et ma okando betango. Mai nous et non belle combele. Nous et ma okando betango. Mai nous et non belle combele. Beto daddy, beto bada bada. Beto nyanya, Jose mido kame. Beto daddy, beto bada bada. Wan fait pas mi, olua baba. Beto daddy, beto bada bada. Beto nyanya, Jose mido kame. Beto daddy. Allez, nous on dira Beto yondi, Beto dagwe dagwe. Oui, faut pas toujours trouver que l'homme est mauvais sur tous les plans. Non, c'est vrai que l'homme a des comportements parfois méchants et bizarres, mais bon, on fait avec, comme le chantait Jonas Pedro. Tout simplement. Voilà, donc on verra toujours l'homme. L'homme sera toujours au centre de toutes choses. Oui. Et justement, mesdames, messieurs, c'était là le Cotonou City Crew, un groupe de rap que vous connaissez certainement. On va les retrouver en fin d'émission pour faire un peu comme les jeunes. Hein, bien sûr. Pas parce qu'on est vieux et vieille. On va faire yo yo. Yo yo yo, on sera dans le mouvement. Allez, mesdames, messieurs, le mouvement qui va suivre tout de suite, c'est bel et bien le débat de ce jour dans « Et si on en parlait ?» Mesdames, messieurs, ce sont les vacances. Les vacances sont bel et bien là. Et nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs sont à la maison. Pendant tout au moins 2 mois, ils vont se reposer. Comment, en tant que parents, comptez-vous les occuper? Faut-il laisser les enfants abandonnés à eux-mêmes? Faut-il les laisser abonnés aux chaînes de télévision avec tous les programmes sans contrôle? Que pouvons-nous faire? Comment les encadrer ou les occuper? Voilà un peu le plat de résistance de ce matin et nos invités sont déjà sur place. Eh oui, nos invités sont déjà sur place. Nous avons Daniel Biaouadje, il est parent, il est chef de famille, il nous dira ici quelle stratégie, quel plan il a déjà conçu pour occuper ses enfants. Merci d'être là, monsieur Adji. Merci, bonjour. En face de vous, nous avons le parent sociologue, monsieur Kalnassi Adjakidje. Merci également à vous d'être là. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être là. Le plaisir est partagé. Au téléphone, nous aurons un psychopédagogue, Toussaint Sabofanou, pour nous donner l'avis du spécialiste sur la question. Merci, Madame Danonde. Nous avons toujours du plaisir à vous entendre présenter nos invités. Et nous allons donner la parole tout de suite à Monsieur Daniel Biaouadje. Vous qui êtes parent, vous qui avez une certaine expérience, je ne vends aucune mèche en disant que vous êtes même grand-parent. Vous avez le bonheur d'être grand-parent. Alors, pendant ces périodes de vacances, comment devrait-on occuper les enfants? Pendant cette période de vacances, comment devrait-on occuper les enfants? Si vous permettez, oui. Avant de répondre à cette question-là, demandons-nous c'est quoi les vacances? Les vacances, selon le petit Robert, c'est une période annuelle pendant laquelle les écoles
et les facultés rendent aux élèves et aux étudiants leur liberté. C'est donc un temps de repos, n'est-ce pas? Oui. Repos, cessation d'activités physiques et intellectuelles. Ce qui fait que tout de suite, on a pensé que vacances égale repos total. Comme on ne fait plus rien du tout. On ne fait plus rien d'intellectuel, rien de physique. On mange, on dort, on passe toute la journée devant l'écran en faisant WhatsApp tout de suite et puis après, non, c'est pas ça. Repos comme ça, là, n'existe pas sur la Terre. Ah bon? Même dans les mouvements du cœur où on parle de repos général, ça ne veut pas dire que le cœur est au repos, il ne fait rien. Ah, si jamais repos c'est qu'il y a un problème. Repos dans le sens de on ne fait rien là, il n'y a pas. Sauf pour ceux qui sont admis à faire valoir leurs droits. APK10, route de... je pensais que c'est à la retraite. Route de Ouida ou bien Akwakwa. Donc, les vacances, c'est effectivement un temps de cessation d'activité pour les élèves, les étudiants, mais activité intellectuelle. OK. D'accord. C'est cessation, activité intellectuelle pour permettre au cerveau de se reposer et aux neurones de se régénérer. Mais pendant ce temps, on fait autre chose. On fait des efforts physiques. On travaille. On apprend à l'enfant à travailler de ses deux mains. Donc, pendant les vacances, maintenant je reviens à votre question. Pendant les vacances, il faut permettre à l'enfant, certes, de se éloigner un peu des livres, de se distraire un peu, de manger, de dormir, mais il faut, en fonction de son âge, lui apprendre à faire quelque chose de ses mains. S'il est dans la fourchette de 6-10 ans, apprenez-lui à balayer. Apprenez-lui à sacler la devanture, à faire de petits travaux. Et quand il est dans les tranches de 14, 18, comme ça là, envoyez-le de temps en temps, si le papa est artisan, il l'accompagne au chantier ou bien à l'atelier. Ou alors, comme le font certains parents, pendant la période des vacances, quelques semaines après le début des vacances, ils inscrivent les enfants dans des ateliers. Vous verrez ces enfants-là, des élèves ou bien des étudiants, vous les verrez chez les cordonniers, vous les verrez chez les maçons, vous les verrez chez les vulgarisateurs, vous les verrez chez les tailleurs, si c'est des filles, vous les verrez chez les coiffeuses, les couturières, ainsi de suite, pour apprendre à faire quelque chose de leurs mains. On ne fabriquera plus des intellectuels qui finiront par devenir des intellectuels tarés, bardés de diplômes, mais qui ne pourront rien faire pour gagner leur vie. À 45 ans encore, ils seront à la charge de papa et de maman. Chaque matin, l'enfant va tendre la main. Donc, pour éviter une telle situation, il faut commencer par lui apprendre à faire quelque chose. C'est mieux. Si vous permettez, récemment, le président de la République a reçu un monsieur, un jeune pharmacien ébéniste. Le président ne l'a pas reçu parce qu'il est pharmacien. Il n'est pas le premier pharmacien. C'est parce qu'il est ébéniste. Il est en même temps pharmacien, mais ébéniste. On l'a reçu en qualité d'ébéniste. Alors, ça se dit qu'il a appris entre-temps à travailler le bois. Il n'a pas que sa tête qu'il a travaillé, il a appris à faire travailler aussi ses mains. D'accord. Monsieur Karl Nassiadiakidje, de votre côté, comment voyez-vous la chose? Il a défini tantôt vacances et moi, je me disais que les enfants qui refusent de faire quelque chose pendant les vacances n'ont pas tort. Si le repos veut dire cessation de travail physique et intellectuel. Merci. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce C'est nous qui sommes honorés. Okay. Je pense que le parent d'élève qu'il est aussi, je pense qu'il a déjà dit l'essentiel. Hein? Et surtout, j'ai beaucoup apprécié sa définition des vacances. Parce qu'il faudrait qu'on puisse le comprendre comme tel. Et donc aujourd'hui, ce que je pourrais ajouter, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre que l'école aide à faire de l'enfant une tête pleine. Avec les vacances, il faut définir d'autres activités pour l'amener donc à un stade de tête bien faite. Vous voyez un peu la différence entre tête pleine et tête bien faite. Oui, la tête pleine parce qu'avec les activités académiques et autres, on lui apprend un certain nombre de théories, on lui apprend certaines choses à l'école, des cours, pour pouvoir faire de lui un homme, d'accord? Et que sur le plan intellectuel, il puisse bien raisonner. Donc, on fait appel à ces éléments-là pour pouvoir le former sur le plan cognitif, psychologique, académique, etc. Mais ici, maintenant, pendant les vacances, c'est vrai, c'est un temps de repos pour lui, où il doit pouvoir détrester un peu, avoir toute la charge
qu'on a dû le faire subir et autres. Donc, il faut qu'il déstresse un peu. Il faut maintenant aussi qu'il passe à d'autres activités, autres que les activités qui sollicitaient plus son quotient intellectuel. Donc, ici, c'est pourquoi je parle de tête bien faite. On vient maintenant pour approfondir ou pour apporter d'autres éléments que l'école n'a pas su approfondir du temps de la rentrée. Donc, on apporte maintenant ces deux éléments. Et c'est déjà ça un peu qu'il a commencé par citer. Par exemple, le laisser s'adonner à des jeux ludiques qui lui permet aussi de s'épanouir. Le laisser faire de l'art plastique, par exemple. Le laisser aussi faire des découvertes. Parce que aujourd'hui, comment peut être un citoyen sans connaître son pays, par exemple? Il a appris des choses en géographie, en histoire et autres, mais pendant les vacances aussi, c'est le moment aussi de le faire sortir pour des activités culturelles, qu'il puisse connaître aussi son pays, sa région, d'où il vient, son histoire. Puisqu'il a appris la théorie de l'autre côté, c'est le temps d'aller lui faire voir, découvrir, pour dire, il existe telle chose aussi dans ton pays. Voilà un peu des choses qui vont participer de sa formation complète pour faire de lui un homme au grand complet. Mais moi, je me demande, que peut-il apprendre en 2 mois à peine? Ou il commence et puis les vacances qui suivent, il revient, comment ça va se passer? Ou il faut juste le faire sortir de la maison? Non, vous voyez, l'homme, il est doté de raison. Et donc, ça fait que tout ce que nous faisons, nous devons être planifiés. Nous devons nous adapter à la planification. 2 mois, c'est peu, mais c'est beaucoup aussi. Ça fait tout au moins 30 jours fois 2. Oui. Absolument. Alors, donc, il faut pouvoir meubler ce temps. Et meubler, c'est pouvoir avoir un calendrier, avoir une planification pour savoir que, OK, je prévois que mon enfant puisse faire telles activités, telle, et on planifie. Et comme ça, on est plus surpris par le temps et on a le temps de pouvoir faire à l'enfant tout ce qu'on désire pour pouvoir le façonner davantage. D'accord. Alors, monsieur Agé, oui, très rapidement. À supposer que je veuille envoyer mon enfant dans un atelier de taillerie. Vous dites que 2 mois, c'est peu. On lui fait d'abord un cours accéléré. On paye de l'argent, Maintenant, en 2 mois, il peut apprendre, rien qu'à apprendre à pédaler. C'est déjà quelque chose. Il va apprendre, parce que ce n'est pas n'importe qui peut s'asseoir sur une machine à coudre et pédaler. Je parie que vous ne pouvez pas faire ça. Si vous n'avez pas appris. Je vous dirais que je sais bien faire ça sans l'avoir appris. Parce que vous l'avez appris. Le premier jour, moi, je me suis installé sur une machine, je pensais que c'était facile, mais je n'arrivais pas. J'appuie, au lieu d'aller devant ça, bien en arrière, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme j'ai pris la première fois la truelle aussi de mon papa pour dire que je vais envoyer du sable contre le... Mais c'est la truelle seule qui est allée pour que le mur, le sable est tombé. J'ai fait l'essai plusieurs fois. Donc c'est avec le temps que j'ai appris à faire ça, si bien qu'aujourd'hui, même en me dormant, je peux facilement faire ce geste-là comme ça. Et puis ça y est. Donc en 2 mois, l'enfant peut apprendre quelque chose. Il apprend une partie aujourd'hui. On ne peut pas lui donner un diplôme de tailleur déjà. D'accord. L'année prochaine, il revient, il va apprendre autre chose. Ainsi de suite, au bout de 5 ans, au bout de 8 ans, 10 ans, il a des compétences Il a des compétences inouïes. Si bien que, même s'il devient ingénieur, un président de la République peut le recevoir aussi à son palais parce qu'il est un tailleur hors pair. Ah, mais dis donc. Monsieur Agé, on espère, ce qui est sûr, le président de la République, c'est quelqu'un qui suit beaucoup les télévisions, et BB24 en particulier, pourquoi pas. Mais dites-nous, monsieur Nassi, tout à l'heure, a évoqué un sujet, le tourisme intérieur, fait sortir les enfants. Il est vrai que le parent béninois n'a pas ce réflexe. Il n'a même pas ce temps. Il n'a pas ce temps et il n'a peut-être pas les moyens. Aussi. Quand on oppose et le temps et les moyens pour ne pas faire sortir les enfants tournent dans le même quartier, dans la même maison à la limite. Et quelles pourraient être les conséquences? Est-ce que les vacances, comme M. Kal Anassi le dit, ne pourraient pas servir à cela? Quelle politique les parents peuvent mettre en place pour que les enfants puissent découvrir le pays pendant les vacances? C'est une bonne proposition. Quand il disait ça, je remuais la tête. C'est une bonne idée. Le parent lui-même, là, il connaît où? Il connaît quel site touristique. Je sais combien d'années, quel âge moi j'avais avant de découvrir Ouida. Je sais quel âge j'ai avant d'aller au musée ethnographique de Parakou, le musée plein air là. Et pourtant, je suis né là, j'ai grandi là, je me suis marié là, j'ai fait enfant là. Et vous avez travaillé là. Et j'ai travaillé là. Et c'est le travail qui m'a amené là. Je crois que je dois être dans les 48 ans déjà, avant d'aller au musée de plein air de Parakou. Donc, ça veut dire que nous-mêmes là, ça ne fait pas partie de notre culture. On pense que ce n'est pas nécessaire. Non.
Je sais, quand il n'y a que les touristes, les touristes qui vont à ces endroits. C'est le travail qui m'a amené au parc W. Et ce n'est pas loin de chez moi. Les Blancs quittent leur pays, prennent avion, tout et tout pour venir découvrir. Mais c'est moi, ici c'est à côté de la même. Donc il y a donc un travail à faire. Il y a un travail qu'il faut faire à ce niveau-là. Nous-mêmes, même à Cotonou ici déjà, il y a des sites touristiques qu'on peut visiter. Donc il faut que nous-mêmes là, les parents même, qu'ils trouvent un temps pendant le week-end, pendant leur congé administratif, qu'ils aillent visiter ces sites-là et qu'ils amènent aujourd'hui un enfant, après-demain un autre enfant, pour découvrir, pour connaître notre milieu. Ce n'est pas la télévision que les autres vont nous faire découvrir notre milieu. C'est une insuffisance grave, c'est pas bien. C'est ça. D'accord. Monsieur Nassi, on remarque que de plus en plus, il y a des structures, des ONG, de petites organisations, des centres qui déjà, à l'entame des vacances, proposent de petites formations, 1 mois, 2 mois, aux enfants. Mais en réalité, quel est le contenu de ces programmes-là? Est-ce que quelque part, les enfants sont réellement formés à ce pourquoi on les envoie là-bas? Bon, on peut dire oui et non. Oui, déjà pour l'initiative, parce que n'oublions pas, ceux-là viennent suppléer au rôle dévolu aux parents. Très important. Donc, ils font de leur mieux. D'accord? Mais il revient aussi aux parents d'être vigilants. Je ne vais pas envoyer mon enfant vers une structure qui dit, bon, je veux faire comment vous appelez ça, vacances, ils ont... Oui. C'est-à-dire, activité de vacances, ou bien, il y a tel, on veut apprendre tel métier à tel enfant et autres. Et puis, dès la première publicité, je saute là-dessus, j'envoie mon enfant. Non. Je prends le temps aussi de me renseigner, d'être sûr que les objectifs que je vise sont vraiment prises en compte par cette structure. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, vous voyez, beaucoup de parents essaient d'éduquer leurs enfants par procuration. Ah oui? Oui, ils éduquent les enfants par procuration. Oui, par exemple, je prends un exemple, c'est à la maison. Oui. Je parle combien de parents arrivent encore à étudier avec les enfants? Le maître d'études, il est là. Ouais. C'est pas coopération. Alors qu'en réalité, au moment où les parents étudiaient, eux n'avaient pas de maître d'études. Voilà. Bon, on comprend que c'est dû, des fois, à certaines difficultés, il y a le boulot. Mais au-delà de ça aussi, à la maison, on sait que la domestique, elle est là. Donc, bon, elle va préparer à manger. C'est à la limite même, c'est elle qui s'occupe aussi de l'éducation des enfants. Donc, c'est ça que moi, j'appelle l'éducation par procuration. Et quand ça s'étend dans beaucoup de domaines, à la fin, c'est grave. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui vous reste en tant que parent? C'est l'être dont vous avez la charge, la responsabilité d'éduquer. Et vous devez l'éduquer pour que ça soit un produit bien fini que vous allez remettre à la nation. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous devons toujours trouver le temps nécessaire pour nos enfants. Mais que faire? Parce que, vous l'avez dit, c'est comme l'école devient un dépotoir, on va déposer les enfants et quand les vacances sont là, c'est un casse-tête pour les parents. Comment on va gérer les enfants, surtout quand on n'a pas la possibilité de les envoyer chez les grands-parents. Ce parent, je dirais peut-être démuni, qui quand même a un petit emploi, comment il va gérer ses enfants? Il n'a pas les moyens de l'envoyer peut-être faire dans un centre. Je ne suis pas obligé. Je dois faire les choses compte tenu de mes moyens. D'accord? Si je n'ai pas de moyens, je ne suis pas obligé de faire comme l'autre, en envoyant mon enfant dans un centre, dans un camp de vacances, etc. Non. Est-ce qu'à la maison, mais à la maison, je peux m'organiser autrement. Vous savez, il y a toujours un temps. Hein? On peut toujours dégager un petit temps. Quand vous tombez malade, par exemple, et qu'on vous dit, restez à la maison. On est en cessation d'activité, non? Oui. Et on respecte ça. Vraiment. Parce qu'on se dit, ah, si je ne le fais pas, peut-être que ça peut porter atteinte à ma vie, etc. Donc, ça veut dire quoi? On peut arriver quand même toujours à trouver un temps. On ne dit pas que de prendre tout le temps nécessaire pour consacrer aux enfants. Non. Mais en une semaine, ou mieux est, vous êtes 2. Dans la plupart des cas, s'il n'y a pas un autre problème, vous êtes 2 au moins à éduquer les enfants. Moi, je me dis toujours qu'entre les 2 parents, quelqu'un doit se sacrifier. Et l'autre doit être reconnaissant. Très important. Un se sacrifie pour l'éducation des enfants, parce que quand les 2 sont absents, le résultat, il est net. Il est là. Donc, il est catastrophique. Oui, c'est ça. Donc, un doit se sacrifier positif, quoi. Entre les 2, et l'autre doit être reconnaissant pour ce sacrifice.
Et donc, l'autre qui consacre plus son temps doit pouvoir veiller à cette éducation, à voir aussi ce qui manque. Parce que les vacances aussi, c'est le temps de faire le bilan. Qu'est-ce qui a marché au cours de l'année? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour faire maintenant des prospections, j'allais dire, pour se relancer sur l'année à venir, pour corriger. Parce que on dit que la science évolue par erreur rectifiée. Donc l'éducation aussi, c'est ça. Sur la base des erreurs commises, on essaie de corriger pour aller de l'avant. Mais il est important que pendant les vacances, que ça ne soit pas uniquement encore des activités scolaires qui occupent les enfants. Moi, pour finir, j'ai vu un petit exemple. J'ai eu la chance d'aller en Chine. Mais ce que j'ai remarqué, du citoyen lambda jusqu'à la classe moyenne, qu'est-ce qu'ils font? Quand le Chinois ne finit pas de découvrir son pays, il ne va pas à l'extérieur. Et les week-ends, en semaine, tout le monde est occupé. Mais les week-ends, vous les verrez tous avec les enfants. Aller visiter un parc qui est à côté de leur maison, aller visiter tel lieu, aller au restaurant pour dire... Parce que c'est pendant ces périodes que vous découvrez les enfants. Pendant la semaine, comme je le dis, éducation par procuration, c'est le téléphone. Allô, ça va? Vous avez mangé? Tu as été à l'école? Tu as appris tes leçons? Et pendant les vacances, ça continue, puisque le parent n'a pas pris ses congés. Finalement, les enfants n'ont pas le temps de mais tout au moins, les congés, au lieu d'être dans le sport national, où il faut aller, où on a dit, il y a un baptême ici, il y a un enterrement ici. Sport national. Je pense qu'il faut au moins sur ces 2 jours-là, même si c'est une journée, passer ça à la maison pour être avec les enfants. Ça vous permet de les découvrir, de voir, mon fils a tel comportement, je ne savais pas. Mon fils développe telle compétence. Et comme ça, vous vous rapprochez un peu plus de vous discuter et ça vous permet d'anticiper sur beaucoup de choses. Monsieur Adjé, vous vouliez... Oui, par rapport à cet aspect-là, si on n'a pas les moyens, comment faire pour les enfants? Il y a des gens qui sont à Calavilla qui ne connaissent pas Cotonou. Il y a des enfants qui sont à Kassato qui ne connaissent pas là où se trouve l'aéroport ou bien la présidence de la République. Trouver un moment, le week-end, les amener pour découvrir ces lieux-là, ça ne coûte pas beaucoup. Quitter Calavi pour aller à Porto-Novo saluer un grand-parent, ça ne coûte pas beaucoup. L'enfant va traverser la ville, il va voir certaines choses, il va voir le chemin de fer, il va voir la gare océbienne, il va voir le pont, etc. etc. C'est déjà quelque chose. Si vraiment vous n'avez vraiment pas d'argent, apprenez à l'enfant à sarcler. Ça là, c'est la roue, ça là, c'est le coucou. Nettoie la devanture là. Et s'il a un certain âge, peut-être qu'il est en 5e, 6e, 3e, apprenez-lui à faire des jobs de vacances. Beaucoup d'enfants de pauvres, parmi ceux que vous voyez qui sont devenus des autorités, des grandes personnalités, c'est des gens qui travaillent pendant les vacances. Aide-maçon par ici, labour, saclage par là. C'est avec ça qu'ils payent leur scolarité. C'est des enfants qui savent se débrouiller. Parce qu'ils ont appris à se débrouiller dans la vie active, ils apprennent à se débrouiller aussi en classe et devant les épreuves. Voilà pourquoi ils réussissent très souvent mieux que les enfants des richards. Oui, mais monsieur Adjé, il y a un autre problème. Il y a certains parents qui sont peut-être des artisans, qui ont leur propre métier et tout, qui se disent, moi, c'est parce que je n'ai pas été à l'école que j'ai été obligé de devenir menuisier, couturier ou bien je ne sais pas quoi. Il faut que mon enfant aille loin dans les études, donc il ne va pas mettre pied à l'atelier. Mais est-ce qu'en réalité, les parents ne devraient pas, pendant les vacances, amener plutôt les enfants dans les ateliers et que ces ateliers deviennent plus tard des entreprises familiales? Ils ont grand intérêt à le faire. Quand vous amenez votre enfant dans votre atelier, n'ayez pas honte de votre atelier. Non, l'autre a dit, sois le meilleur quoi que tu sois. Si tu es un balayeur de rue, sois le meilleur balayeur de rue. Si tu es maçon, sois le meilleur maçon. Apprenez votre enfant à découvrir le travail. Il verra les difficultés que vous éprouvez par rapport à ce travail. Il verra combien vous souffrez avant de lui acheter cahiers, livres à l'école. Il apprendra à vous aimer. Il apprendra à aimer le travail. Il apprendra à se débrouiller dans la vie. L'autre avantage, c'est que pendant que vous êtes dans l'atelier, l'enfant est avec là et vous le surveillez. Oui. Si vous le laissez à la maison, vous allez vous échiner toute la journée. Pensant revenir à la maison pour vous reposer, c'est les problèmes qui vont vous accueillir. Il va vous créer des problèmes. Parce que l'homme ne peut pas rester sans rien faire.
il va faire quelque Donc, chose. finalement, les S'il n'est parents pas allé, artisans, s'il n'a pas sauté, On a tout en fait. s'il n'a pas sauté la clôture pour aller créer des gars dans la maison d'un voisin, soit il a déjà insulté une grande personnalité ici et puis on vous attend avec bagarre. Donc c'est ça que vous allez, ou alors il s'est déjà cassé les bras en voulant cueillir les mangos bien, en chassant les oiseaux. Donc il faut amener son enfant dans son atelier, il faut lui apprendre à faire quelque chose. D'accord. Monsieur Lassie, oui, vous voulez réagir? Oui, on dit que c'est des mentalités qu'il faut déconstruire aujourd'hui. C'est ça. Parce que nous sommes dans une société qui évolue très rapidement. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais faire? C'est ça. Pas qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu sais faire et non, de façon pratique. Voilà, parce que, et aujourd'hui, vous voyez, l'État lui-même l'a si bien compris que dans la nouvelle politique, on veut même transformer beaucoup de CEG en lycée. Pourquoi l'a fait? Vous avez vu dans ce pays, avec les Ghanéens, mais après, ils sont tous le gars, voilà, il était ingénieur, mais il était shoemaker. D'accord? Parce qu'il a appris à faire ça là très tôt et au lycée. Et donc, comme l'autre ne marchait pas, allez de l'autre côté. Et aujourd'hui, c'est ça. Nous sommes un pays sous-développé. Il y a tellement à faire. Et donc, ce n'est plus simplement l'école qui va permet aux gens de s'épanouir. Monsieur Nassi, vous avez parlé d'un sport national tout à l'heure. Nous allons parler d'un autre sport national qui consiste systématiquement à envoyer ses enfants chez l'oncle, la tante, le beau-frère, parce que c'est les vacances. Une autre éducation par procuration. Est-ce qu'une bonne stratégie pour faire passer aux enfants les bonnes vacances? Bien, ça c'est aussi un problème parce que dans un passé récent, c'était bien. Parce que c'est la communauté qui éduquait les enfants. Et donc, quand j'envoie mon enfant chez mon oncle, chez ma tante et autres, je suis sûr qu'il va recevoir une bonne éducation. Parce que je sais aussi que la tante a le temps nécessaire aussi pour se consacrer aux enfants. Et il va bénéficier aussi du soutien de l'entourage, parce que là-bas aussi, j'ai aussi d'autres cousins, etc. Mais aujourd'hui, avec le développement des choses, nous avons les familles nucléaires qui s'arrêtent à papa, maman et ses enfants. On oublie oncle, tante. Envoyer aussi ses enfants ailleurs, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Parce que c'est aussi d'autres formes d'éducation que vous pouvez retrouver chez l'autre. Et votre enfant peut partir et revenir encore. Il peut revenir meilleur. Est-ce que ça dit que les sociétés ont changé? Oui, les sociétés ont changé, ont évolué. Parce que je donne un exemple simple. Vous avez appris à votre enfant à aller à l'école avec 100 francs. Votre cousin ou votre oncle lui donne 500 francs à ses enfants. Et il se retrouve là-bas. Et il passe 1 mois, 2 mois, et il constate. Vous êtes sûr qu'il va revenir avec la même mentalité? C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, ça peut avoir ses avantages parce que ça lui permet de sortir de son environnement, c'est vrai, de rencontrer aussi d'autres membres de la famille, de pouvoir aussi échanger, de s'enrichir aussi culturellement. Mais aussi, ça peut être aussi source à apprentissage à d'autres mauvais comportements qui peut rapporter aussi. À prendre surtout en considération le contexte actuel. Vous, par exemple, vous interdisez la télévision à la maison. Alors là-bas, c'est la télévision 24 heures sur 24. On se lève déjà à 6 heures. C'est la télé. On ne se brosse même pas les dents. Et bien, c'est la tablette. Il va revenir, papa, moi, mais je veux tablette. Alors que tu n'as pas les moyens. Il va commencer par développer des vices. Tu n'as même pas de table. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, j'envoie mon enfant, oui, mais j'aurai le réflexe aussi. Même si c'est une fois ou si ça va passer 1 mois, je peux y aller peut-être 1 ou 2 fois. Histoire aussi moi-même de passer 2 heures, 3 heures ou une journée pour voir un peu comment se présente l'environnement. Est-ce que c'est un environnement adéquat qui correspond au type d'éducation que j'ai donné à moi? Si ce n'est pas ça, autant le ramener que reste chez vous et que vous ayez l'œil sur lui. Monsieur Adjien, moi j'ai bien envie de vous poser cette question. Pendant les vacances, on voit aussi s'éclore beaucoup de loisirs, beaucoup de fêtes. Les plages sont bondées de monde. Et vous voyez les jeunes filles, les jeunes garçons s'adonner à des activités qui, franchement, ne leur rend pas service plus tard, puisqu'il faut attendre 1 mois, 2 mois après pour constater certains dégâts. Suivez mon regard. Dans ces conditions-là, comment est-ce qu'on peut amener les parents à prévenir ces genres de choses pour les enfants? Alors, il faut que les parents soient avertis. Comme l'a dit M. Karl, il faut avoir l'œil sur les activités. Ce que les enfants font, il faut savoir. Où est-ce qu'ils vont, il faut savoir.
Qui il fréquente, il faut le savoir. Ne dites pas, je n'ai pas le temps, le travail m'occupe. Non, c'est les réunions politiques par-ci, c'est les enterrements par-là. Je n'ai pas le temps de m'occuper de mes enfants. Si vous ne le faites pas aujourd'hui pour vos enfants, vous allez pleurer demain. Les parents ont le devoir et même le droit de suivre un peu les enfants. Choisir, les aider à choisir les activités. Il ne s'agit pas d'interdire. Non. Il ne faut pas contraindre les enfants. Il faut plutôt les convaincre. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais aller à la plage. Tiens, bon, c'est très bien. Mais pour faire quoi? Avec qui? Non, on veut aller danser. Et on va avec nos copines. On va faire ça là. Non, on peut aller à la plage en famille. Mais avec les camarades, copines, c'est dangereux. Parce que c'est là où ils découvrent de mauvaises choses. C'est là où ils font les mauvais apprentissages. Et les mauvaises leçons sont faciles à retenir. Très facile à retenir. Donc, les parents doivent avoir les yeux là-dessus. Si c'est la plage qui l'intéresse, organisez une descente à la plage un dimanche en famille. Tout le monde est là, vous préparez. Puis, c'est mieux que de le laisser aller avec les amis. Surtout à partir de 13, 14, 15, 16, 18 ans. Il faut savoir qui vos enfants fréquentent, garçons ou filles. Ils vont où? Avec qui? Ils reviennent quand? Entendez-vous sur ça avant de parler. Si vous pouvez les suivre, c'est mieux. Si vous ne pouvez pas les suivre, cherchez à savoir tous ces gens-là. Appelez, c'est toi, vous allez ensemble, d'accord. Vous allez faire quoi là-bas? Vous revenez à quelle heure? Et à l'heure juste là, tu commences par l'appeler. Tu es déjà là, il est telle heure, tu n'es pas encore là. Où est-ce que... Si l'enfant sait que vous le suivez, il n'ira pas tellement dans le décor. Mais s'il sait qu'il est libre, que personne ne le suit, il est comme une aiguille qui n'a pas de fil dans le chat, il va se perdre. Et ce serait dommage. D'accord. Est-ce à dire là, aujourd'hui, que l'option les enfants chez les parents ou les grands-parents doit être une option, ou un plan vraiment Z, de peur de voir tout ce qu'on a construit pendant 9 mois, peut-être détruit? Non. C'est pas que systématiquement il faut avoir de la peur et puis ne pas. Non, nous sommes dans une société et nous vivons avec les hommes. Donc, on doit faire avec. Vos parents vous ont éduqué. S'ils sont encore là, soyez sûrs que le modèle d'éducation qu'ils vous ont donné, ils pourront transmettre ça à votre enfant. Donc, dire que ne pas envoyer les enfants chez ses parents, mais ce serait une erreur. Non, au contraire. Eux, ils ne seront pas tolérants par rapport à certaines choses, par rapport à vous. Donc, non, mais ce que je dis, c'est qu'il faut sérieux. Oui, il faut sérieux et surtout, comme on l'a dit, être regardant parce que c'est votre responsabilité qui est engagée. Si j'ai un jeune frère, par exemple, où je vois qu'il n'est pas encore, même s'il est marié, la maturité qu'il faut pour pouvoir gérer un foyer, je ne l'observe pas comme ça chez lui. Si j'envoie mon enfant là-bas, ça peut être aussi un problème. Il peut partir juste pour saluer une journée ou deux, mais faire longtemps, non. Vous étiez en train donc de nous parler de la transmission de l'éducation que nous avons reçue de nos parents quand nous leur envoyons nos enfants pendant les vacances. Oui, donc envoyer ses enfants chez ses parents, ça ne peut qu'être bénéfique également. Donc je pense qu'il ne s'agira pas de dire des hommes ne vont plus envoyer les enfants chez ses parents. Mais comme aussi on a d'autres membres de la famille qui peuvent participer aussi de l'éducation. Moi, je sais qu'en notre temps, les grands frères récalcitrants, on les envoyait chez les oncles gendarmes. Voilà. Parce que la paix du gendarme est le début de la sagesse. Même de l'année scolaire, on te dit ça déjà, en vacances, c'est la voiture. Oui, parce qu'on sait que l'atmosphère est très austère et qu'au retour, c'est sûr que quelque chose va changer de façon positive. D'accord. Alors, nous avons en ligne le professeur Toussaint Sagbo Fanou. Professeur, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau que vous connaissez très bien, mais vous êtes au téléphone ce matin. Dites-nous, vous en tant que psychopédagogue, dans notre environnement d'aujourd'hui, comment pensez-vous qu'on puisse occuper les enfants pendant les vacances? C'est une question de taille et merci pour l'honneur. Je crois que les vacances, aussi bien les enseignants que les apprenants, en parlent comme étant d'un moment magnifique pour eux parce que c'est le moment de tous les repos. Mais il est question de savoir s'en servir ces vacances-là. Sinon, ça devient tout simplement néfaste. Pour ce qui est des apprenants, il ne faudrait pas se dire, bon, j'ai 2 mois ou bien 3 mois de vacances, 3 mois de repos, 3 mois de sommeil, 3 mois de jeu, 3 mois de villégiature et de balade.
lorsqu'on prend les vacances comme ça, eh bien, c'est foutu. Parce qu'il y a des... Oui, c'est foutu parce qu'il y a des enfants qui ne peuvent que profiter de ces moments de vacances pour se rattraper un peu par rapport à ce qu'ils ont fait pendant l'année scolaire. Ah, d'accord. Oui, ça veut dire que pendant les vacances, il y a le repos, il y a la détente, il y a la culture, il y a un peu de connaissances qu'on essaie de parcourir. Ce n'est pas seulement des moments où on doit se coucher, dormir, tout le temps, manger, boire, aller à la plage, non. Il y a tout dedans. Par conséquent, quand on parle des vacances, il faut que les élèves qui ont eu de mauvaises moyennes, les élèves qui se sont sentis un peu trop faibles, puissent en profiter pour remonter la pente afin de commencer l'année scolaire avec beaucoup plus d'assurance. Mais professeur Fanou, quand vous dites ça, on comprend, mais il y a un phénomène qui se développe de plus en plus dans notre pays, sous prétexte de faire rattraper donc les lacunes ou le niveau aux enfants défaillants. Les écoles n'attendent même pas l'arrivée des vacances pour commencer par faire des affiches de cours de vacances. Et ces cours de vacances apparaissent de plus en plus comme des moments pour se faire un peu de sous, plus que de renforcer le niveau des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie sincèrement parce que vous connaissez très bien ma position par rapport à ces fameux cours de vacances. Moi, je ne m'inscris pas dans ça. Quand je dis qu'on va relever le niveau des enfants, c'est que l'enfant à la maison retourne à ses cahiers de temps en temps, il fait des lectures, il se repositionne par rapport aux endroits où il a été très faible. Mais je ne suis pas dans le schéma où on dit cours de vacances et à peine les enfants sont en vacances et on les prend déjà pour les fatiguer davantage et c'est quelques jours avant la rentrée qu'on les lâche. Non, j'ai toujours dit que les cours de vacances ne devraient pas être des moments pour joindre les deux bouts, des moments pour colmater les brèches financières que les enseignants ont connues, que les étudiants connaissent. Non. Les cours de vacances de ce type, je n'en veux pas. Mais un enfant qui est à la maison avec ses parents, avec ses frères, avec ses amis, avec ses cousins, ils peuvent quand même organiser un emploi de temps pour de temps en temps se voir, dire, mais pendant l'année scolaire, je n'ai pas bien compris tel exercice. Comment toi, tu comprends ça? Et il faut un petit travail d'ensemble à la maison, plutôt que de passer tout le temps au loisir. C'est ça mon problème. Justement, parlant des loisirs, professeur Toussaint Sagbo Fanou, on voit que les enfants s'adonnent beaucoup à ces loisirs-là pendant les vacances. Résultat, un grand nombre de filles n'arrivent pas à reprendre les cours à la rentrée parce que tombées enceintes entre-temps. Alors, comment faire éviter donc la dépravation aux enfants pendant les vacances? Mais vous voyez, le rôle, la responsabilité des parents pointe encore à l'horizon. Ce n'est pas parce que l'enfant est en vacances que tout lui est permis, qu'il peut aller partout sans la moindre surveillance. Non, je crois qu'il y a un minimum. Il faut profiter de ces vacances pour leur parler, leur montrer tous les dangers qu'il y a à mener une vie de débauche et de désordre, leur donner des exemples qui sont concrets pour que les filles évitent d'aller se mettre dans la gueule de n'importe quel fanfaron et pour que les garçons aussi aillent au-delà dangereux parce qu'il a été prouvé que pendant ces vacances, beaucoup de jeunes garçons deviennent des fumeurs, deviennent des gens qui s'adonnent à cette pratique du chanvre ou bien de je ne sais quel produit stupéfiant. Donc c'est une occasion en or pour parler avec eux, les faire asseoir, chercher des douaniers, enfin pas des douaniers, des aînés à eux pour leur montrer tous les dangers qu'il y a. Il n'est pas interdit que papa et maman conduisent la délégation de leurs enfants à la plage une fois en passant pour les canaliser et mieux les comprendre quand ils sont seuls. Donc je ne dis pas, je n'opte pas pour les cours de vacances systématiques parce que cela a donné, ça a monté ses faiblesses. On a compris ce que c'est que les cours de vacances en général. D'accord. Maintenant, pour les parents, vous avez beaucoup plus parlé des enfants, mais pour les parents aujourd'hui, quelles sont les choses à ne pas faire en ces temps de vacances-ci vis-à-vis de leurs enfants? Il faut pas se dire que mon enfant est en vacances, là, il est libre pour 2 mois, 3 mois, jamais. Mon enfant est en vacances, il me revient maintenant la responsabilité de rattraper les temps qu'on n'a pas eu à faire ensemble. On va discuter entre père et fils, mère et fils et fille. Et c'est ça la responsabilité des parents. Les parents qui pensent que quand les enfants sont en vacances, ils peuvent aller où ils veulent, rester au lit jusqu'à 8h, 9h, je dis que c'est une erreur.
c'est une erreur parce que l'habitude prend le dessus et quand commence la rentrée, ils ne font plus rien de bon. Donc les parents ont un rôle énorme à jouer. Il faut qu'ils assistent les enfants, qu'ils parlent avec eux parce que pendant l'année scolaire, ils n'ont pas le temps d'être ensemble. Ils ont très peu de temps à passer ensemble. C'est pendant les vacances maintenant qu'ils doivent s'asseoir, parler de certaines choses qui vont, je crois, refaire la mémoire ou bien l'intelligence de leurs enfants. Les parents ont un grand rôle à jouer pendant les vacances, sincèrement. Merci beaucoup, Monsieur Fanou. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, professeur Fanou. Nous avons été enrichis de vos apports. On vous souhaite une excellente suite de journée. Merci, pareil à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, nous revenons sur ce plateau, mesdames, messieurs, et nous allons donc à présent parler donc des loisirs. Monsieur Nassi, en tant que sociologue dans le contexte béninois, quel type de loisirs pourrait-on proposer aux enfants pendant les vacances, au-delà des soirées dansantes, des sorties entre copains et copines qui débouchent parfois sur des drames? Ah, merci. Je pense que nous sommes dans ce qu'on appelle les loisirs sains. Oui. Les loisirs qui doivent conduire, qui doivent regorger d'éducation. Absolument. Donc, accompagner les enfants dans ce sens. Et c'est ça, et je pense qu'il y en a plusieurs. Donc, où on doit pouvoir retrouver des enseignements et non des loisirs où le niveau de dangerosité est élevé. Non. Quand, par exemple, je laisse mon enfant aller, qui a par 15 ans, je le laisse aller en boîte. Je ne sais pas ce qui... Une fois n'est pas coutume. Oui, une fois n'est pas coutume, mais avec cet âge... La coutume peut venir avec plusieurs avec cet âge, étant donné qu'il est encore enfant de procureur, je le fais accompagner. Je le fais accompagner. Mais par contre, il y a d'autres jeux de société auxquels il pourrait s'adonner, où il pourrait apprendre beaucoup de choses. Et il y a même des jeux où c'est la famille qui se réunit. Donc voilà des activités, parce qu'il faut lui apprendre aussi à vivre en société, à vivre avec les autres, à accepter les autres aussi. Donc des jeux de ce type, des jeux éducatifs. D'accord. C'est plus. Monsieur Adjé, les enfants aiment pendant les vacances beaucoup plus la musique. Ils s'identifient à des artistes qui sont presque leur idole. Mais quand on voit dans le rang de ces artistes-là, ceux il y en a qui fument au vu au su de tout le monde, du chanvre indien ou bien de la cigarette, qui ont des propos obscènes, personne ne dit rien. Et dans cette ambiance-là, que deviennent les enfants? Les enfants qui sont libres comme ça, qui écoutent n'importe quelle musique, sont comme à la croisée des chemins et ils peuvent facilement passer de l'autre côté, c'est-à-dire tomber dans les travers. Voilà pourquoi même la musique que vos enfants écoutent, vous devez veiller à cela. C'est compliqué d'être parent finalement. Suivre ça. Si votre enfant commence pas à venir à la maison avec casquette à l'envers, comment appelle-t-on, le pantalon blue jean d'ici avec cela, et puis il commence pas à faire rap. Mais monsieur Adjé, ça ne fait pas encore de lui un dépravé. C'est le point zéro. Il est en train de commencer comme ça. Il est au départ, il est au bas de l'échelle. Si vous le laissez, il va continuer, il ira en haut. Donc il vaut mieux commencer tout de suite. Le baobab n'est pas né baobab. Ça, c'est vrai. C'était juste une simple plante qu'on pouvait arracher sans effort. Mais si vous laissez ça, ça va devenir baobab. Et là, quand ça devient baobab, ça exige des tissus et ça exige des sacrifices. Ça devient un fétiche. Voilà pourquoi il faut vite étouffer ces mauvais penchants-là quand vous les voyez entre vos enfants. Quand votre enfant commence pas à faire de rap, il commence pas à faire Bob Marley, il commence pas à faire reggae, il commence pas à parler de choses là. Non, c'est pas parce qu'il fait reggae qu'il est... Non, c'est pas parce qu'il chante reggae. D'accord. Mais si vous voyez en lui des penchants, quand un enfant commence pas à porter casquette à l'envers, c'est un mauvais exemple. Ou bien commence pas à se tresser les cheveux. C'est un mauvais exemple. Arrêtez-le tout de suite. Vous voyez votre enfant qui porte pantalon et puis ça arrive sur les fesses là, c'est un mauvais exemple. Ça, c'est le parent Adjé qui le dit. C'est un mauvais... c'est déjà un signe. C'est le parent Adjé qui le dit. Si vous n'arrêtez pas ça tout de suite, il va évoluer dans un milieu... C'est dans un milieu... Monsieur Nassi, vous partagez le même point de vue. En tant que sociologue. Je viens. Si vous permettez. Donc voilà pourquoi il faut... Si c'est la musique reggae, il y a plusieurs, même les chansons traditionnelles, qui véhiculent un message. Absolument. On peut jouer ça sur le rythme reggae, les chansons religieuses. On peut jouer ça sur le rythme reggae. Si c'est le slam, on peut faire ça avec. Absolument. Suivez ça là.
les chansons qui apportent... J'avoue que moi, je ne suis pas de votre avis parce que... Vous n'êtes pas obligé. Non, mais on a des chrétiens qui ont dévié. Mais seulement... Non, est-ce que j'ai parlé de chrétiens? Le débat n'est pas religieux. Je parle des trucs, des bons exemples. Si vous laissez votre enfant suivre le chemin de je m'en fous, il va se retrouver dans le village de Ao. Si je savais. Il serait déjà trop tard. Il serait déjà 23h et quelques déjà. Trop tard. 23h. Vous avez des choses à ajouter? Pas au clair de lune, malheureusement. Non, sans clair de lune encore. C'est vrai que je ne serai pas aussi intransigeant. Mais ce que je voudrais dire simplement, c'est que il faut avoir un modèle d'éducation. Donc, ça fait que vous avez une projection que vous faites. Et vous essayez de canaliser l'enfant pour le conduire comme ça jusqu'à la fin. Très important. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes, avec la mondialisation, nous empruntons beaucoup de part et d'autre, mais il faut toujours contextualiser l'éducation. Nous sommes dans quel type de société? Comment évolue notre société? L'homme, le citoyen que nous voulons fabriquer, que nous essayons d'éduquer pour qu'il devienne un homme au complet demain, il faut qu'il arrive à s'insérer dans sa société. Il ne faut pas qu'il soit en marge de cette société-là. Donc, très important de pouvoir le faire. Et donc, quand vous avez déjà un modèle, des référents, vous essayez de le conduire tout doucement pour qu'il puisse atteindre ce stade-là. Je pense que c'est l'élément important. L'autre chose que je note, être parent, c'est une responsabilité. Vraiment. Et donc, et le psychopédagogue aussi l'a dit tout à l'heure, il faut le dialogue avec les enfants. Il faut le dialogue avec les enfants, très important. Et vous devez aussi prendre vos responsabilités et les amener aussi à assumer aussi leurs responsabilités. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Parce que s'il est responsabilisé très tôt, il grandit avec et il pourra faire de bonnes choses demain. Mais s'il ne l'est pas, la déviance est là. Parce que, n'oubliez pas, l'école a fini son boulot. Vous avez laissé l'enfant pour les vacances. Il reste l'éducation de la famille. Et il y a aussi celle de la rue qui vous guette de l'autre côté. Attention à ce que l'éducation de la rue ne prédomine pas sur celle de la famille et de l'école. Ça va être votre dernier mot. Un mot de fin, M. Adjei? Très bien, je voudrais qu'on retienne ceci avant de partir, que les vacances, ce n'est pas le repos à 100%. C'est une période de repos intellectuel. Il faut apprendre à travailler. Repos à 100%, ça n'existe pas sur la Terre et ses environs, nulle part. On ne se repose pas, on change d'activité. D'accord. Mesdames, Messieurs, on ne se repose pas, on change d'activité. Les jeunes. Une belle conclusion. Et oui, mesdames, Messieurs, on ne saurait en dire plus. Pendant les vacances, on ne se repose pas, on change d'activité. Nous allons changer de page juste après cette pause. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Nous reflétons la culture africaine car la nôtre est aussi riche et nous en trouvons quelques pans chez nos peuples frères. Mesdames, Messieurs, voici us et coutumes qui nous renseignent justement sur la question. Le Situtum, c'est un rituel qui permet à celui qui a transgressé les normes de la culture Kotafon d'être un peu récupéré. Je voudrais juste donner un petit exemple. Lorsque quelqu'un a envoyé, par exemple, un Jean Grigri à son frère qui est malade, et en retour également, lorsque les normes sont bien respectées, celui qui a envoyé le Grigri a le retour de l'ascenseur. Donc s'il a le retour de l'ascenseur et puis le mal devient très très grave,
on court rapidement à la consultation, on consulte le FA. Et si le FA indique de faire le Situtu, là, on est obligé de faire ce rituel-là à l'individu afin qu'il se retrouve. Donc, je donne un simple exemple. Un gars qui a envoyé un gris-gris à son frère, et puis le frère est malade. On a fait les cérémonies nécessaires au frère. Là, il a le retour de l'ascenseur. Là, il tombe gravement malade, et là, le FA indique qu'il faut lui faire le Situtu. Le Situtu se fait en 2 étapes essentielles. L'étape de la veille et l'étape du jour de la cérémonie. À l'étape de la veille, on achète une petite calebasse, on y met de l'eau naturelle, de l'eau de robinet ou bien l'eau de la jarre dans laquelle on met l'eau à l'intérieur pour boire. On prélève cette eau et on met dans la calebasse et on dépose on dépose sur le toit. Et là, ça c'est l'étape de la veille. Et la rosée imbibe correctement cette eau. Et c'est le lendemain matin, et très tôt, que les taïnons, c'est-à-dire les femmes du clan, arrivent et ils prennent cette eau-là. Ajouté à cette eau, ils prélèvent un peu de la paille. Et ils comptent jusqu'à 16 pailles normalement. Et puis c'est avec la paille maintenant qu'on donne à l'individu. Quels sont éventuellement les interdits que l'individu a transgressés. L'individu commence par couper les pailles petitement, et met dans l'eau. Et il dit en réalité tout ce qu'il a fait de mauvais au niveau du clan. Et quand il finit de faire tout ça là, les tantes prennent et les tantes disent, et aujourd'hui, à partir de l'instant où on est en train de parler, tous les défunts ont accepté tout ce que tu as dit et on enlève tout ce fardeau, et tout ce poids-là de ton corps et puis on va remettre au carrefour ou sur le tas d'ordures. Le tout premier avantage, c'est que l'individu est purifié. C'est ça. L'individu est purifié et une fois que tu es purifié, tu es à la bénédiction des membres des ancêtres. Voilà, donc c'est ce qui est essentiel. Et lorsque tu as cette purification, cette bénédiction jaillit sur toi-même là, sur le plan même sur le plan des revenus, comme sur le plan des activités que vous menez. Parce que les activités, une fois que vous transgressez les normes, c'est-à-dire vous avez un blocage au niveau de tout le circuit socio-économique. Bon, maintenant, lorsque vous faites cette purification, vous avez l'ouverture totale donnée par les membres des ancêtres au niveau de toutes vos activités. Même si vos enfants avaient des blocages, les enfants ont une certaine ouverture au niveau de toutes les activités possibles. Oui, en réalité, c'est une cérémonie de bienfaisance parce que, c'est-à-dire, l'individu qui a transgressé, c'est un peu comme la confession au niveau de l'Église. C'est-à-dire, lorsque vous confessez tout ce que vous avez fait de grave, vous avez la bénédiction des membres des ancêtres et un peu comme la bénédiction du bon Dieu, comme on le dit au niveau de l'Église. C'est un peu un genre confession de tout ce qu'on a fait de grave. Et oui, se confesser, dire ce qu'on a fait de mal, permettre aux aînés de faire ce rituel de Situtu, qu'on pourrait traduire par cracher de l'eau, voilà, sur vos mains, faire en sorte que vos fautes vous soient pardonnées pour que vous puissiez vous relancer dans la vie. Le Situtu. Heureusement qu'il l'a dit ainsi, moi je n'étais pas du tout d'accord pour le Situtu. On a bien dit que c'est lorsque vous envoyez un mauvais sort, ou en tout cas vous faites du mal, à quelqu'un. À travers, c'est pas dans le noir peut-être, je dirais. Oui, pas des moyens occultes. Qu'on commence pas à faire les traitements à la personne, que vous avez le retour, un peu le retour à l'envoyeur en fait. Mais
pourquoi lui faire du sitoutou? Il n'a qu'à vivre avec, c'est lui qui a causé. Non, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Qui tue pas épée, périt pas épée. Non, ça c'est clair, mais bon, vous savez, Dieu dans sa grandeur donne aussi... Mais il a dit c'est un acte de confession, un peu comme les religieux. Voilà, et puis vous savez, au-delà de ça, il arrive aussi parfois que le sitoutou arrive au niveau entre parents et enfants. Vous offensez vos parents, le parent est fâché d'une certaine façon, il faut qu'il vous fasse le sitoutou également pour que la voie s'ouvre pour vous. Ça, peut-être qu'on va revenir là-dessus. Mesdames et messieurs, on va à présent découvrir le prénom africain de ce jour. Ça va être une nouvelle diffusion. Le vrai nom, c'est Tawè. C'est l'Élysion qui a donné le prénom Tawès. Quand vous prenez ce prénom-là, par exemple, en général, c'est des gens qui sont d'un caractère très fort. En général, ils sont d'un caractère très fort. C'est des dirigeants, c'est des personnalités qui sont très ouvertes, souvent très, très intelligents. Et puis, ils sont toujours dirigeants, en fait, les Tawè. Vous n'allez pas en trouver qui ne soient pas dirigeants et qui soient timides, non. Ils sont souvent au devant des choses et puis ça reflète vraiment leur personnalité. Ils sont souvent les dirigeants de leur groupe, de leur groupe d'initiation et puis c'est des personnalités entièrement à part. Les noms initiatiques des femmes, c'est autre chose. Mais c'est des hommes uniquement qui portent ce prénom. Les prénoms qui sont passés à nom de famille dans notre communauté, c'est vraiment très courant aujourd'hui. Moi, par exemple, je signe Nata. J'ai dit tout à l'heure, Nata, c'est le 6e garçon d'une femme. Alors, c'est le prénom de mon grand-père. Quand les gens sont venus inscrire, demander à ce qu'on inscrive, on a dit quel est le nom de famille, on a donné Nata. Donc le prénom de mon grand-père, c'est pareil, c'est de la même façon que Tawès est devenu nom de famille. On demande à quelqu'un, écoute, comment s'appelle telle personne, comment s'appelle votre papa, et il dit, mais c'est Tawè. Alors les gens, ils inscrivent Tawè comme nom de famille. Donc en général, quand vous entendez Mponchanda, Kwagou, etc., Tawè, etc., ce n'est souvent pas des noms de famille. Très souvent, le nom de famille est là. On ne le découvre que pendant les panégéniques. Pendant que les gens récitent les panégéniques, pendant que les gens chantent les panégéniques de la communauté, c'est en ce moment que vous découvrez les noms de famille. Pour donner ce prénom Tawè, je ne pourrais dire exactement les conditions. Parce que c'est un prénom de couvent. Ils sortent du couvent avec ces prénoms-là. Moi, je ne suis jamais allé dans ce couvent et il m'est difficile de comprendre comment est-ce que ces prénoms-là étaient donnés dans le couvent. Pour savoir si ce prénom qui est devenu nom de famille se déteint son contenu sur les membres de cette famille, je dirais oui et non. Oui, parce que quand vous portez un prénom comme ça ou quand vous portez un nom comme ça, il y a un comportement qui vous suit. En général, on sait que de façon biologique, il y a certains gènes qui sont transmis donc, à ces enfants-là. Donc de cette façon-là, on peut dire qu'il y a un potentiel génétique favorable aux qualités dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais de l'autre côté, la science n'étant pas toujours vérifiée, c'est sûr qu'on va trouver quelques personnes très moches et qui ne remplissent du tout pas ces conditions-là, malgré le fait qu'elles porteraient le nom, ce nom-là. Après, prénom du jour, c'est Captu qui arrive. Hein? Captu pour nous faire réfléchir, nous faire rigoler et nous faire philosopher parfois. On aime bien ça. Ça va être juste après ce jingle.
Nous sommes donc mardi. Mardi, voici donc... ah oui, c'est ça, hein? En principe, d'accord. Allez, on va découvrir. Ça va être maman. Vous parlez comme si vous parliez au petit bébé. C'est ça, hein, les enfants, ils désirent la nourriture. Maman. Allez, mesdames et messieurs, on va découvrir la capture de ce matin. Ah, c'est vous qui avez raison, c'est vraiment maman. Oui. Dis donc. Mardi, c'est la nourriture. Eh bien oui. Et ça, c'est quelque chose, hein? Du galifoto. Ah, c'est du galifoto? Ouais. À l'huile rouge, apparemment. Ah, ben, est-ce que je sais? Mais là, il y a des crevettes. Il y a des crevettes. Il y a même des carottes. Je n'ai pas compris. C'est quel type de galifoto, ça? Ça, c'est galifoto à l'européenne. Notre galifoto que je connais, c'est avec du atta. C'est avec, voilà, du gâteau beignet d'haricots. Oui. Non, ça, vous savez, avec l'évolution, hein, chacun apporte sa petite touche à la cuisine. Et ça, on l'a souvent dit ici. Il ne faut pas présenter le même repas, le même mets tous les jours, tout le temps. Il faut améliorer. Donc ça, c'est du galifoto amélioré. Voilà. On met les légumes qu'il faut dedans. Et puis, bon, ça va être pour le plaisir de nos papilles gustatives. Vraiment. Et là, manger devient un plaisir. Je vous assure, hein, et je sais qu'il y a une dame en face de l'ORTB qui faisait ça. Du atta avec du gari. Et des gens, hein, des véhicules d'autorité viennent garer là pour venir acheter pour leur patron. Les autorités ne mangent pas. Non, mais les autorités... Il faut les visiter dans leur bureau. Il y a, dans un tiroir, là, il doit avoir gari et clou avec tout ça. Oui, mais bien sûr. Il y a certains qui n'ont pas pu se départir, se détacher de leur enfance. Vous savez, Madame Danonde, l'art culinaire, hein, d'abord on a dit l'art, c'est de l'art. Ça fait partie de notre culture. Ce n'est pas parce qu'on parle français plus que les Français ou anglais plus que les Anglais qu'il faut oublier nos repas. Je vous assure. Non, je pense que c'est vous qui avez raison. Il nous faut revenir avec ces mets-là entre 16h et 17h, le goûter, même à midi. C'est au moins sans bouillon. Voilà, et tout. Et vous veillez à ce qu'on ne vous mette pas de bouillon dedans, parce que le bouillon, ça tue. On va faire astuce ou bien, je ne sais pas, instant écho sur les bouillons, parce que de plus en plus de Béninois fabriquent des bouillons. Effectivement. À base d'épices. Des épices. Voilà, pour préserver notre santé, parce que à 40 ans, à 50 ans, les bouillons ont fait leur travail, et puis bon, vous vous retrouvez avec des maladies. Mais quand nous nous basons sur l'art culinaire de notre pays, nous sommes sûrs de manger sain. Je vous assure, moi, je me rappelle, hein, avec cette image-là, que quand je rendais visite à mon père, bon, je lui rends toujours visite, même si ce n'est plus fréquent. Quand je lui rends visite avant, mais en même temps, il dit, tel enfant, viens-tu acheter du atta chaud avec akassa atta dada. Mais dis donc. C'est toujours ce qu'il m'offre. On va lui rendre visite. Je suis un fan de cette nourriture-là. Nom de Dieu. Surtout quand le beignet est fait avec du haricot rouge. Et puis on met le piment à côté et on met du akassa dans de feuilles de teck. Tout à fait. Tout à fait. Oh mon Dieu, ça. Ce gars, il adore manger, mesdames et messieurs. Non, franchement, ça c'est du bon repas. Ça, il faut qu'on retrouve ça. On va faire le programme le week-end. Vous allez appeler papa, vous allez lui dire que le duo américain veut lui rendre visite. Allez, merci beaucoup, Madame Christelle Sagora. C'est elle qui a la réalisation ce jour, hein, mesdames et messieurs, et qui assure donc. Allez, après la capture, nous sommes maintenant au niveau de l'astuce. Astuce, c'est pour nous faciliter la vie. Bien sûr, aujourd'hui, on va vous donner des idées. Faciliter la vie à la cuisine. À la cuisine. Vous avez choisi de nous parler donc du charbon. Du charbon. D'accord. On vous écoute, Madame Danon. Alors, comment utiliser le charbon? Il faut dire que le charbon de bois est l'un des produits les plus ignorés à domicile. Nous ne voyons la nécessité de le faire que lorsqu'il est temps de mettre le feu. Et cependant, si vous avez besoin de premiers secours, le charbon est quelque chose que vous devez avoir sur vous tout le temps. Ah bon? Eh bien oui. Alors, déjà, ça prévient les odeurs. Est-ce que votre chaussure sent mauvais? Il suffit de prendre du charbon et de le mettre dedans. Tout bonnement. Oui, tout bonnement. Laissez tomber un peu de charbon de bois
d'où vous soupçonnez que l'odeur pourrait venir là, à la cuisine. Parce que oui, il y a de temps à autre de ces odeurs-là. Quand ce n'est pas dans la chaussure qui comporte... Pourquoi vous attaquez les chaussures? Soit c'est peut-être une souris qui s'est coincée quelque part, ou bien les restes de repas oubliés quelque part. Envoyez juste quelques chabots de bois à ces endroits où vous soupçonnez que l'odeur pourrait venir. Ensuite, le charbon de bois est très bon pour vous débarrasser de la mauvaise odeur lorsqu'il s'agit de vos nourritures. Alors, si vous voulez que vos légumes soient frais tout le temps, faites simplement une solution à base de charbon et laissez vos légumes dedans. Sérieux? C'est-à-dire que je mets de l'eau, je mets du charbon dedans, ou bien j'écrase le charbon, je le dépose? Oui, et vous faites une eau avec du charbon. Ouais. Vous trempez les légumes dedans? Tout simplement. Wow. Ça reste frais tout le temps. Pas de besoin de frigo et tout. Et dans le même temps, ça vous débarrasse des toxines. Ah ben oui. Ben oui. Les OGM, les engrais chimiques utilisés. Et puis, quand vous sentez, surtout, il y a de ces aliments, quand on prend du ça là, c'est OGM. Oui, effectivement. Mettez ça trempez ça dans de... Il y a des aliments, dès que vous les croquez, vous dites, ça a une odeur bizarre, voilà. Il n'y a pas de pesticides qui est passé par là. Ouais, il faut juste les tremper, maximum 24 heures. OK. Maximum 24 heures, le charbon a fait tout le travail déjà. Vous récupérez ces Non, le charbon ne sert pas qu'à cuire les repas. Non, pas du tout. Malheureusement, c'est ce à quoi on pense en premier quand on va à la cuisine. Avant d'utiliser du charbon, c'est qu'on veut faire du feu. Malheureusement, non. Alors, lorsque vous avez des restes de soupe ou en tout cas de nourriture qui reste ou la sauce, on a mis au feu, on a utilisé et puis le lendemain, ça prend du volume. Ouais. Ah, ben oui. Et puis, ça fait un bruit souvent. Là, un peu de mousse en haut. Là, vous avez gâté la sauce. Malheureusement, ce n'est pas gâté. La sauce n'est pas gâtée. Non. Vous prenez juste un charbon de bois? Oui, un charbon de bois. Vous mettez dans la sauce. Sérieux? Oh, ben je vous assure tout. Elle est récupérée. Ah bon? Intacte comme une sauce cuisinée. Je suis sûr qu'il y a des ménages ce matin qui vont s'abonner à cette astuce-là, rien que ça. Je vous dis, cela va extraire tout le mauvais goût. La maman tellement fatiguée demande à la domestique de s'occuper de la sauce, elle va se coucher et le lendemain, c'est le bruit de Non, c'est prouvé. Hein. Beaucoup de grands-mères connaissent même cette astuce. Donc, du charbon, la sauce. On ne jette pas la sauce. Nous avons déjà dit la semaine dernière, nous avons hier, qu'on ne gaspille pas. Pas du tout. Il y a toujours une stratégie d'astuce pour récupérer cette sauce-là. Mettez juste du charbon. Tout simplement. Donc, ça va récupérer l'odeur de... Débarrasser de la mauvaise odeur et vous restaurer la fraîcheur, la sauce fraîche, telle que vous l'aviez cuisinée. Les sauces noix de... Quel que soit le type de sauce en plus. Quel que soit le type de sauce. Alors, lorsque vous voulez avoir votre réfrigérateur ou congélateur tout frais, surtout le réfrigérateur tout frais sans odeur, envoyez quelques charbons de bois aussi. Là-dedans. D'accord. Ça va aspirer l'odeur. Merci beaucoup, Madame Danonde. C'est un plaisir. Merci de nous donner ces astuces qui nous sauvent la vie et qui nous aident, qui nous facilitent la vie à la maison. Le charbon, ça fait beaucoup de choses. Alors là, ça c'est vrai. Même toute une série d'astuces. Et puis, on a vu des images, où on avait vu du charbon sur de la brosse à dents. Oui, on va peut-être revenir, on peut revenir sur ça après. On va revenir là-dessus. Même contre le poison, il y a tellement de choses, franchement. Voyez-vous, d'accord. OK, on va revenir là-dessus après. Blanchiment des dents, pas besoin des UV et autres, non. Il ne faut pas aller se plonger dans une machine. Pas du tout. Avec la brosse à dents et un peu de pâte à base du charbon. Allez. Et vous avez de très belles dents. Mesdames, Messieurs, et on va justement rigoler à belles dents avec l'instant humour.
je t'ai dit que Milan, elle ne va jamais m'attraper dans ce pays. C'est qu'on peut tout faire. Siro, elle peut pas. Elle va passer par où pour m'attraper. Moi, je te dis ça. Aïe. C'est quoi? Elle m'a vu. Jusqu'à elle prend les bagages, elle s'en va. Bébé là, bébé. Mais tu vas aller où comme ça? Mais... Ah! Bébé, pardon. Bébé, pardon. Pardon, je te demande pardon. Je te demande pardon devant tout le monde. Je sais, j'étais dedans avec elle. J'étais dans la chambre avec elle. Et je sais, hier aussi c'était pareil. Avant hier c'était pareil. Et comment on appelle Natacha, Pamela, toutes tes copines. Oui, j'étais avec elle. Je les ai gérées comme il se doit. Parce que toi aussi tu leur racontes. Tu leur dis la vérité là-bas, comment je te prends. Elles ont voulu que je les prenne aussi. Donc je les ai pris. Donc aujourd'hui là, je te demande pardon. Ne t'en vas pas. Si tu t'en vas comme ça, je vais devenir quoi? Ne t'en vas pas. Attends. Venez. Donc voilà, j'ai fait une valise. Il y a les habits d'hommes et des femmes dedans. Donc si vous connaissez les femmes qui sont dans votre situation, vous leur donnez un contenir. Habillez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc tu vas débarquer. Attends. Et ta chèvre là, c'est fini pour moi. Mais il a du talent dans ce jeu national. Il s'est dénoncé tout seul. Non mais, d'autres diront non mais ça c'est un mari à une autre. Quand même, un mari niais quoi. Il voit la dame partir, il ne sait même pas quel est le sujet. Non mais il adore sa femme. Il dit oh bébé, il adore sa bébé. Femme. Non, il adore pas sa femme. Qu'il ne vienne pas nous raconter des histoires. Il a vu la valise. Comment? Il n'a plus réfléchi quoi. Avec toute la liste qu'il a dressée là dans Heureuse du Goût aussi. Merci beaucoup. Non mais il a dit quelque chose. Quand toi-même tu vas leur dire comment je te prends, mais elles viennent me voir pour me dire. Donc, ça montre qu'il faut que les femmes sachent parler. C'est vrai que quand vous vous retrouvez entre vous... C'est vous qui avez le meilleur. Elles viendront tester. N'est-ce pas? Le meilleur athlète qui vous prend correctement. Bon, de toutes les façons, moi je ne sais pas de quoi vous parlez. Je jure ça pas pour nous faire dire des choses impossibles. Le mal est que la copine l'a déjà laissé, elle est partie. Et c'est pas un bois qui l'attend, c'est un arbre. Allez, mesdames, messieurs, merci d'avoir rigolé avec nous. On va retrouver nos amis de Cotonou City Crew pour boucler la boucle dans le titre Betor. Esprit mon cage, elle croque la pomme. Merci mon Dieu, je suis toujours en vie. Fais le bien, il te le rendra en pire. Ouh, beto che ouais, non d'accord. Nous qu'on y biotaka. Beto daddy, beto bada bada. Beto nyanya, Jose mido quand même. Beto daddy, beto bada bada. On fait pas mi, olua baba. Beto daddy, beto bada bada. Beto nyanya, Jose mido quand même. Beto daddy, beto bada bada. Money, à quoi est athée? Montre-moi un négro qui croit pas au cash, même s'il est athée. Toujours bloqué, au succès je suis drogué. Il voudrait m'éliminer, mais mon Dieu est bien plus fort que pendant que j'écris, je taffe, mon négro, toi tu dors. Tu veux parler cash, ma nigga, what the fuck? MC jaloux, adulé de partout. Avant le rap, je prenais déjà tout bon partout. Nous et ma oukan, donc betango. Nous et non, belle combele. Nous et ma oukan, donc betango. Nous et non, belle combele. Beto daddy, beto bada bada. Beto nyanya, Jose mido quand même. Beto daddy, beto bada bada. On fait pas mi, olua baba. Beto daddy. Yo, yeah. Ce matin, on est dans le rap. Non, expliquez-nous, ça me dit quoi? Pourquoi ils tiennent leur entrejambe et puis le doigt est comme ça? Ça, je peux pas. C'est quel style? Je peux pas vous répondre parce que je ne connais pas.
Je me suis toujours posé la question de savoir aussi pourquoi ils font ça. Pourtant, ce n'est pas tous les rappeurs qui le font. Malheureusement. Ça nous donne une idée. On va inviter un rappeur sur le... N'est-ce pas? Oui, Ami, B-Side, on va inviter un parmi eux, ils viendront nous expliquer. Allez, mesdames, messieurs, terminez les explications de ce matin. On se retrouve demain à partir de 6h30. 30 minutes. Mais nous vous remercions vraiment. On ne va pas partir sans vous remercier de votre fidélité toujours renouvelée. Allez, merci à vous. On se retrouve demain, Madame Danonte. Ah ben oui, hein. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À vous aussi. Merci. À vous également, mesdames et messieurs. Au revoir. Bye bye.